À présent, nous allons parler de l'événement Expression Mixte. En fait, c'est un événement organisé par Federico Ariu et Raphaël Kalengai qui ont réalisé un film pour parler des diversités dans la communauté LGBTQIA+. Alors, j'ai Federico au téléphone. Je vais voir si mes manipulations ont marché. Allô, Federico? Oui, salut Isabelle, tu es là, tu Ah, m'entends? ça marche, oui, je t'entends très Coucou. bien, super. Comment vas-tu? On va bien tous les deux, on Ben est oui. là et on te fait un gros coucou. Ah, super. Ben, bonjour, Raphaël. Merci en tout cas d'être là et d'avoir Salut. accepté mon invitation. Oui. Ben, c'est un énorme plaisir de pouvoir justement parler de notre documentaire avec toi, vu qu'on a travaillé ensemble de longues années. Exactement, c'est ça, hein, Federico. On était collaborateurs ici à Radio Campus dans l'émission qu'on co-présentait avec ZAM. Et donc, oui, c'est super de t'avoir de l'autre côté, du coup, du Oui, oui, miroir. Oui, mais en tout cas, je suis vraiment vraiment. contente de pouvoir parler de ce projet-là avec toi parce que c'est la 2e édition et donc tu vas pouvoir nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, pour resituer rapidement, donc tu as voulu mettre à l'honneur différentes personnes, pardon, de divers environnements, divers backgrounds, et pour parler des thématiques LGBTQIA+. Et donc cette année, tu as voulu répéter l'expérience, mais avec d'autres visages. Alors voilà, explique-nous un petit peu d'où t'est venue l'envie de créer ce projet. Je vais te rectifier un petit peu, Oui, c'est Raphaël et moi, oui, c'est tous les deux en oui. fait, où on a monté le projet l'année passée, en pleine période de Covid, où pour nous, il semblait important, parce que voilà, il faut aussi remettre un peu en question, c'est que Raphaël et moi je suis italien, Raphaël est congolais, Oui, et on est ensemble bientôt depuis 5 ans là maintenant déjà. Et félicitations. donc, ensemble, on trouvait qu'il y avait une invisibilité des personnes d'origine, et enfin, quand on parle de personnes d'origine étrangère, c'est autre que belge, blanc, occidental. Oui, Et on s'est dit qu'il était important de leur donner une visibilité, de les écouter parler, qu'ils nous parlent de leur culture, qu'ils nous parlent de leur coming out, qu'ils nous parlent de leur religion. Ouais, entre autres, donc en résumé, c'est l'intersectionnalité, donc des discriminations systémiques entrecroisées entre les origines ethniques et l'orientation sexuelle et affective, entre autres. mais oui. Et donc Raphaël, pour nous expliquer un petit peu, toi tu es un travailleur, tu travailles dans ce domaine-là, comment dire, Je, je tu es suis un dans le spécialiste, social. tu es dans le social et tu es vraiment un expert dans toutes ces thématiques. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Bah, je fréquente le milieu associatif LGBT depuis plusieurs années. Avant, je faisais du bénévolat à gauche et à droite. Et là, je suis dans une association, on fait de la prévention, de lutte contre le sida, mais j'ai quand même mes activités à côté où j'ai plus de liberté justement pour aborder ces thématiques-là. Donc, que ce soit comme le documentaire qu'on a fait, si j'ai un peu du temps libre pour écrire un article ou participer à une manif, ben, c'est des petites pierres à l'édifice au fait. Et donc, mes expériences en tant que travailleur social contribuent aussi à trouver aussi le bon jargon pour nommer certaines choses, justement, pour savoir de quoi on parle quand on aborde ces discriminations entrecroisées. Oui, c'est ça. Oui, et donc évidemment, dans ce film, que ce soit la première édition et la deuxième, il y a vraiment l'envie de libérer la parole pour justement non seulement libérer les personnes qui parlent, mais aussi inspirer les personnes qui vont regarder ce documentaire, qu'ils soient issus de la communauté ou pas. Et donc c'est vrai que je me suis vraiment posé cette question-là hier en voyant le film. Je me suis dit waouh, c'est puissant parce que moi qui côtoie des personnes de la communauté, mais sans être vraiment de la communauté, je me suis sentie vraiment inspirée par tous ces témoignages parce que c'était vraiment des témoignages de résilience, de persévérance, oui, aller au bout de ses rêves ou en tout cas au bout de ce qu'on considère être important pour sa vie. Et je trouve que ce sont des témoignages qui sont très importants à diffuser. Et donc j'avais envie de vous poser aussi la question, par exemple, excusez-moi, je vais repasser en revue les personnes que j'ai eu l'occasion de voir dans votre film. Donc, il y a notamment Nourbek qui vient du Kirghizistan, il y a Achab du Maroc, il y a Brahim du Maroc aussi, Choukri d'Éthiopie, il y a Clyde du Gabon, David Saint-Martin, Gérard Belgique, Aaron Maroc, Hassan Jarfi qui est le papa de Issan, et donc c'est Ilan ou Issan, excusez-moi.
Issan. Issan, pardon. Issan, c'est le fils et Hassan, c'est le père. Voilà. Et donc, il y a aussi Jean-Fils de Haïti et Marie-Claire du Burundi. Et donc, c'est vrai que ce sont des témoignages qui sont très poignants et c'est vrai que c'est important de libérer cette parole parce qu'il y a eu quand même quelques témoignages qui parlaient d'abus. Et donc, je pense que c'est vraiment important pour les personnes qui vont regarder le film de se rendre compte de ce qui se passe et éventuellement pour celles qui auraient subi des circonstances similaires, de pouvoir savoir qu'il y a un lieu en Belgique où on peut déposer cette parole-là en toute sécurité, quoi. Donc, je voulais aussi vous demander comment ça s'est passé justement au moment de reprendre tous ces témoignages, de récupérer la parole de tous ces intervenants. La mobilisation s'est faite de la même manière. Donc, on fait à l'époque des réseaux sociaux, donc c'est un outil de com inévitable aujourd'hui. Des personnes qu'on connaît déjà ou bien des personnes dont on avait besoin qui nous aident aussi à trouver des personnes concernées qui étaient prêtes à parler. Sauf parce que les faits sont mixtes d'eux, c'est beaucoup plus sombre. Hein. On est vraiment axé sur les violences. Oui. On en parle de manière plus crue, notamment les thérapies de reconversion. Oui. J'ai été moi victime de ça et je tenais vraiment que ce soit abordé de manière plus détaillée ici. Donc c'est vraiment une mobilisation autant réseaux sociaux que le réseau LGBT, quoi. Très bien. Et donc justement, pour aborder la question des thématiques ici, effectivement, il y a des thématiques qui sont abordées comme tu disais les thérapies de reconversion, tu vas nous en parler. Et alors il y avait aussi les expériences de discrimination. Donc voilà, et puis aussi les parcours de chacun, comment est-ce que ils sont arrivés en Belgique, etc. Il y a notamment le témoignage de Choukri qui est très très poignant. Donc voilà, concernant les thérapie de reconversion, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux en tout cas qui n'en auraient pas entendu parler? Alors, le thérapie de reconversion, résumé, c'est essayer de vouloir guérir une personne de ses attirances qui sont jugées entre guillemets contre nature, si je peux me permettre l'expression. C'est simplement pour nommer un peu comment les gens le voient. Oui. Et il y a plusieurs outils pour ça. C'est simplement dès qu'on a l'intention de vouloir faire changer une personne, la pousser à refouler ses attirances, la guérir soi-disant de ses attirances contre nature, entre guillemets. On utilise la plupart du temps la religion. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Culpabiliser en disant que Dieu va vous punir, vous emmener en enfer. On emploie toujours Sodome et Gomorrhe. Faire des prières, des trucs d'exorcisme, des rituels en croyant qu'on va libérer un démon. Il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de séminaires comme ça, mais ça existe aussi, c'est en Belgique. Oui, comme le dit justement Aaron, justement, c'est souvent caché. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux où il y aurait des centaines de personnes. Parfois, ça se passe juste en tête à tête avec une personne. Dans les familles. Voilà, c'est ça. Les familles, les communautés religieuses. Oui. Il y a une loi qui a été votée au mois de mai. Enfin, c'est Sarah Schmitz, une secrétaire d'État qui a poussé pour qu'il y ait enfin une loi en Belgique en 2022, l'année passée. Et aux États-Unis, je sais qu'il y a encore des camps où, au fait, c'est des trucs chimiques. Au fait, c'est vraiment des thérapies, des psychothérapeutes qui détournent la psychologie et qui fait des trucs chimiques, un peu comme dans les camps de concentration où ça met des trucs dans le savon croyant que ça va guérir. Enfin, c'est vraiment des horreurs, quoi. Oui, puis il y a des sévices corporels aussi. Les gens se font taper. Sévices corporels. Tu as le prêtre, tu as l'imam ou le rabbin ou je sais pas quel leader religieux qui vous fouette ou quoi, qui vous jette de l'eau, vous êtes attaché au lit et puis on dit tu vas te libérer du Seigneur, récite tel verset, telle sourate ou je ne sais quoi. C'est vraiment, il y a des abus psychologiques, des abus physiques et parfois des sévices sexuels au pire. Je sais qu'il y a des pays en Haïti, dans les Antilles, en Afrique du Sud, il y a des lesbiennes qui sont violées par des hommes, comme si la pénétration, le viol, c'est un viol, allait les guérir au fait. Donc il y a différentes formes de thérapie de reconversion. Là, j'ai dit des trucs trash, mais en résumé, c'est simplement avoir l'intention de guérir quelqu'un. Alors qu'il n'y a rien à guérir, c'est pas une maladie. Oui, que ça ne marche pas, hein, c'est ça en fait. Ça marche pas. Oui, et alors c'est vrai que c'est la thématique de la religion, en tout cas le mot est souvent cité dans différents témoignages. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils viennent d'un milieu religieux assez conservateur, etc. Et donc c'est assez mal vu et donc c'est vrai qu'on pourrait penser que la religion c'est censé être tolérant, etc. et qu'on aime tout le monde, mais au final dès qu'il s'agit de parler d'homosexualité, tout à coup
on parle de démons et donc c'est vrai que Ouais. comment est-ce qu'on peut renier son propre enfant, c'est compliqué. Donc Mais je ce qui est pense intéressant ici oui, avec c'est Federico là maintenant qui parle. Ce qui est oui, intéressant avec cette deuxième édition, c'est que dans la première édition, par exemple, on avait Sofiane qui nous parlait justement de lui par rapport à la sexualité, par rapport à la religion, le fait qu'il ait fait un rejet de la religion et qu'à un moment après le documentaire de la première édition, il a revu, il a reconsidéré un peu sa vision de la religion par rapport à son être. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième édition, c'est que Hassan Jarfi, qui lui, à la base, était un professeur de religion oui, et qui avait un fils homosexuel, et son fils homosexuel s'est fait assassiner, il a reconsidéré la question et il a essayé un peu de remettre la place parce que son fils, et il a retrouvé justement un journal intime de son fils dans lequel il disait ce que qu'il était musulman et qu'il prenait le bien de la mhm, religion musulmane oui, et qu'il rejetait pas tout justement de la religion. oui. Ben oui, c'est intéressant justement de parler de Monsieur Hassan Jarfi parce que j'ai trouvé que son témoignage était très très touchant déjà parce que c'est un monsieur on sent qu'il a un grand cœur donc il a beaucoup aussi souffert de la mort de son fils. Mais ce qu'il expliquait, c'est que au final, il disait bah, le cadre familial dans lequel on a élevé notre fils c'était un cadre hétérosexuel. À aucun moment on s'est dit qu'on pouvait lui proposer un autre cadre parce que déjà depuis sa tendre enfance, il jouait beaucoup plus avec ses sœurs, etc. Et que à l'adolescence, quand ses sœurs ont commencé à s'épanouir en tant que femme, lui, du coup, c'est le moment où il s'est un peu recroquevillé puisqu'il trouvait pas du coup des repères auxquels il pouvait s'attacher au sein de sa famille. Et je trouvais que c'était très touchant quand Monsieur Jarfi dit que la clé finalement c'est l'amour. Au final, il aurait dû, enfin, il se sent un peu coupable de pas avoir plus aimé son fils, d'avoir privilégié plus la religion ou la famille ou la culture plutôt que juste l'amour de son fils. Il se dit que ça l'aurait sûrement sauvé. Donc je trouve que c'est un témoignage qui est très fort. Ce que je trouvais qui était aussi très courageux de sa part, c'est quand il dit qu'il a suivi une thérapie. On pourrait se dire, oui, mais il est prof de religion, il s'attache à sa religion et puis c'est tout. Non, il a eu l'humilité de se dire, bah, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin d'une aide thérapeutique, psychologique. Et donc, je trouve que c'est important que les parents qui vivent ce genre de situation aient la force aussi, le courage de se dire, bah, j'ai besoin d'aide, je vais pas y arriver seule parce que c'est trop dur, évidemment. Donc, Oui. voilà. Et je voudrais aussi rajouter qu'au fait, il est de bonne foi parce que justement, il a un regard très critique, très moderne, Oui, et il n'hésite pas à dénoncer crûment justement des leaders religieux qui, je vais pas trop spoiler, mais non, il dénonce au fait les dérives religieuses et il dit, ben, je comprends pourquoi les gens, surtout les homosexuels, sont autant révoltés. Donc, il y a une part de responsabilité de la part des communautés religieuses. C'est des choses à dénoncer, au fait. mais Parce que oui, c'est un alibi, au fait, pour croire faire, comment dire, harceler moralement des LGBT ou physiquement. Enfin, voilà. Et il le dit, lui, ouvertement, lui-même, qui est musulman, mais en même temps, il a la bonne foi de dénoncer les dérives des leaders religieux qui sont issus normalement du même background, au fait, que lui, oui. Ben oui, c'est ça, en spirituellement. parlant de dérive, ça fait penser au témoignage de Brahim, encore une fois sans spoiler. Le témoignage de Brahim parle aussi de ces dérives et le fait qu'on se cache derrière la religion pour avancer des théories qui finalement sont fausses et qui, comment dire, vont alimenter ou en tout cas permettre des comportements extrémistes. Donc lui, il en a souffert et aujourd'hui, ben voilà, il dénonce aussi ça. Il a écrit un livre et c'est important encore une fois que les gens et des références. Et c'est vrai que c'est des témoignages que ça a été une phrase qu'on entend chez plusieurs. C'est qu'à un moment donné, au moment où ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels, ils se sont dit mais il y a que moi ou ils savaient pas vers qui se tourner. Ils avaient l'impression qu'il y avait personne d'autre qui ressentait ça. Et malheureusement, deux d'entre eux ont eu l'impression d'avoir trouvé un mentor et malheureusement cette personne a abusé de leur confiance. Donc c'est vrai que C'est ça. c'est assez triste parce que d'un côté on se dit bah il faudrait qu'il y ait un cadre où on se sent en sécurité, où des gens vont pouvoir nous dire ce qui nous arrive et avoir les informations dont on a besoin pour Ouais. s'épanouir. Ouais, c'est ça. Parfois, il y en a certains, ils cherchent un grand frère qui a la même sensibilité que ça. Ils disent, ben, ils comprennent ce que c'est d'être attiré par un garçon, par une fille. Et t'as des gens, enfin, il existe des gens formidables et qui vous aident à avoir confiance en vous. Mais malheureusement, même entre LGBT, il existe des prédateurs qui profitent de la vulnérabilité
un gamin de 18 ans qui a simplement envie qu'on l'aide à s'accepter. Oui, Donc, normalement, une expérience affective et sexuelle, ça devrait pas être ni culpabilisant de la part des homophobes, mais il faudrait pas que ce soit traumatisant de la part des personnes hétéros ou homorefoulés ou homo qui abusent de ça. Ça devrait être une découverte de soi qui se fasse de manière harmonieuse pour qu'on ne passe pas le reste de sa vie à avoir des traumatismes alors qu'on simplement, on aimerait simplement être entre amis, se faire des câlins, ou au mieux quand c'est plus intime, faire l'amour, à deux, trois, peu importe les goûts, moi je ne juge pas, quoi. Mais oui, ce que je veux dire, ce qui est beau par rapport à notre travail qu'on fait avec Raphaël depuis 2 ans, avec Expression Mixte 1 et Expression Mixte 2, c'est qu'on puisse permettre de donner la parole à ces personnes qui sont là. Et si on leur avait pas donné, ils l'auront jamais donné à n'importe qui. Et ils sont là et en toute confiance, ils nous parlent justement de leur vécu, ils nous parlent justement de leur situation. Et ça leur fait vraiment du bien, ça leur fait beaucoup de bien de pouvoir en parler. Par exemple, je vais venir avec, parce que là, maintenant, on va préparer la troisième édition cette année. oui, On a encore reçu un subside de la part de Equal Bruxelles qui nous soutient depuis 2 ans. oui, Et ici, on a fait un test l'année passée, on a organisé un atelier de théâtre avec les participants. oui, Ce qui est intéressant de voir, c'est que eux, dans cet atelier de théâtre, ça leur permet un peu de exorciser leur vécu oui, et de pouvoir un peu comprendre ce qu'ils ont vécu et justement de l'interpréter eux-mêmes à leur façon. Et dans la troisième édition, ce qu'on va faire, on va faire un atelier de théâtre beaucoup plus long, de 2 mois, dans lequel on va mettre en place, en plus du documentaire à la troisième édition, on va créer une pièce de théâtre avec ses participants, quoi. Et ouais. C'est une super ça idée. va être, je vous le promets. Ah oui, non, c'est une super Voilà. idée. C'est vrai que c'est... Et donc, ça veut dire qu'il y aura tout un travail d'écriture ensemble, en commun. Ensemble, en Ouais, commun, avec eux. ouais. Mhm. Bah, c'est génial. Mais c'est vrai que, par exemple, Nourbeck, j'ai beaucoup aimé son témoignage aussi, parce qu'effectivement, sans vous, bah, effectivement, je ne connaîtrais pas Nourbeck. Or, je trouve que ce qu'elle a à dire était hyper intéressant, notamment quand elle parle de son expérience à la démence, où, en tant que personne trans, elle s'est vue refuser l'accès à une partie Ouais. de la discothèque, et que bah, ça l'a très fortement blessée. Et c'est vrai que Oui. c'est pour dénoncer aussi le fait qu'au sein de sa propre communauté, parfois on Il y subit a du aussi des discriminations et ça peut paraître choquant. Mais c'est question de masculinité toxique aussi. Hein. C'est pas le fait d'être misandre en disant être un homme c'est pas bien, mais c'est comment tu exprimes ta masculinité. C'est enfin une des choses qui est vraiment dark dans la masculinité toxique, c'est un peu le mépris du féminin. Qu'on Oui, soit hétéro, bi ou homo, c'est vraiment le mépris de la féminité. Et ça aussi, c'est un truc au fait qui impacte la santé mentale parce que il y a des hétérosexuels vraiment, ils veulent prouver à leurs copains qu'ils sont des vrais hommes, alors ils vont casser du PD, alors qu'au fait, peut-être que même, au fait, ils refoulent des trucs, et ça leur fait mal de voir d'autres personnes exprimer leur identité de genre autrement, en étant beaucoup plus fluides. Et entre LGBT aussi, bah, c'est un peu comme les Noirs, un peu qui rejettent ceux qui ont la peau plus foncée, ils préfèrent ceux qui ont la peau plus claire, et j'ai l'impression qu'entre LGBT, c'est un peu le mépris de la féminité chez un homme, ou chez un trans, ou chez un non-binaire. mais Et oui, c'est mais quelque chose qui est... Oui, pardon. Ouais. Ouais, je vais vite finir. C'est quelque chose qui est intériorisé. Ça a été dit dans le premier documentaire et ça fait un peu suite dans le 2. Oui, C'est c'est ça. qu'on on crache dans la main des personnes qui sont battues avant nous. La première des prêtres, c'est les trans, noirs et latinos. Et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a ce mépris d'homo cisgenre masculin socialement parlant qui méprise la féminité en eux, mais il y a un mépris de la féminité chez d'autres hommes aussi, Oui, mais du coup, tu ou non parles aussi binaires. justement aussi de l'intériorisation. Plusieurs Ouais. témoignages parlent de leur homophobie intégrée, intériorisée, parce qu'à un moment donné, ils en arrivent à se détester eux-mêmes très très fort au point de vouloir même en finir. Et donc ça, c'est un sujet aussi, je trouve, qui est très intéressant de l'avoir abordé, parce que je pense que beaucoup de gens se sont sentis dans cette situation-là de dégoût de soi-même, voilà, et je trouve que c'est important de libérer la parole à ce niveau-là et que d'autres puissent l'entendre, oui. Mhm. Mhm. Ouais.
Ouais. En tout cas, vraiment bravo. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, sans trop spoiler, mais vous avez aussi rendu hommage à la fin, justement, tu parlais, Raphaël, des personnes trans noires américaines qui ont ouvert la voie. Et donc, c'est intéressant de voir aussi l'hommage que vous faites dans le Mm. film, quoi. Eh oui. Et pour un peu conclure ici, on vous invite parce qu'il y a Oui, la première de Expression Mixte 2 oui. qui se déroule samedi 28 janvier à la Maison qui chante. C'est gratuit. Oui. Mais il Donc, faut s'inscrire. il faut s'inscrire. Il faut envoyer un message à contact@artfusion.be Oui. et on a 200 places. Et le film sera disponible le lendemain, dès dimanche 29 janvier. Il sera disponible en ligne sur le site expressionmixte.com parce que pour nous, il est important que ce film soit vu par tout le monde. Oui. Le travail qu'on va effectuer par après, c'est présenter le film dans des associations, dans des écoles, comme on a fait avec la première édition, Oui. dans lequel on le présente à des jeunes de 16-17 ans qui sont là en recherche d'identité. Donc voilà, le film est disponible à partir du dimanche 29 janvier sur le site expressionmixte.com. Oui. Et en fait, le premier film est déjà disponible sur Il votre est déjà, site. oui, Donc, pour ceux qui depuis un veulent an. déjà le visionner. Et sinon, donc, La Maison qui chante, ça se trouve au 122 rue du Viaduc à 1050 XL. Et donc, ça Voilà. commence à 19h30 et le film Ouais, sera suivi d'un débat en présence des participants. Et il y c'est aura ça. un drink de clôture. Donc, il faut vraiment c'est ça. s'inscrire. Mhm. Et je voudrais dire une chose, si ça peut aider les personnes qui veulent retrouver leur chemin, pour y arriver, on peut prendre le bus 95 et on descend, je pense, à l'arrêt Blécart qui se trouve au sommet, au fait de la place Flaget. Et c'est une des rues perpendiculaires, au cas où certaines personnes auront du mal à trouver leur chemin. Donc il Au est sens nécessaire. propre comme au figuré. Oui, c'est ça, parce que voilà, peut-être que les personnes ne connaissent pas bien Bruxelles, Mais donc si ça oui. peut aider pour qu'ils retrouvent facilement leur chemin et qu'ils ratent pas la projection, voilà, c'est Ah super oui, non, mais formateur. clairement, clairement. En tout cas, Ouais. ça va super bien se passer et il y a toujours une bonne ambiance avec vous et c'est l'occasion de rencontrer des personnes formidables qui ont des Bah vécus oui, très tu très étais riches. présente l'année passée. Hein. Mais Ouais. oui, c'était super. Et J'ai tu as passé. même fait l'accueil. C'était toi Ah, qui c'est vrai. accueillis. Tu sais quoi, j'avais Je oublié. me Mais rappelle. oui. Mais ce que j'ai Et oublié de vous je peux demander. rajouter encore un dernier Oui, truc. bien sûr, on a le temps. Ce soir, on est passé sur BX1 Oui. dans l'émission Autrement de Cyprien. Oui. Et donc, si vous regardez BX1 ce soir, vous nous verrez à parler justement de l'expression mixte 2. C'est super. En tout cas, je suis contente que vous ayez eu de la presse à propos de cet événement parce qu'effectivement, il faut que ce soit diffusé le plus largement possible. J'ai juste oublié de vous poser la question. Donc, vous étiez allé à Toulouse, en fait, pour le Festival des Oui, diversités. Et donc, oui, dans ce oui. cadre-là, vous avez aussi rencontré des gens. On a été invité par la mairie de Toulouse à venir présenter le film lors de la clôture du festival de la Pride, qui s'est clôturé par justement la Pride. Oui. Et on a profité pour faire un jumelage avec la ville de Toulouse pour faire en sorte que notre projet s'exporte un peu au-delà de Bruxelles. Donc la deuxième édition, c'est un jumelage entre Bruxelles et Toulouse. Et on espère aller plus loin et que ce soit international. Mais oui, il y aura des gens de Toulouse qui seront là? Ou non. Non, pas cette Brahim, il est fois-ci. de Paris. Mais il est de Il est Paris. de Paris. Il est Il est de de Paris. Paris. C'est Mais on l'a Brahim. interviewé à Toulouse. C'est Brahim. Ouais. Brahim, qui lui a une émission à Paris depuis 20 ans, qui s'appelle Homo Micro et qui donne la parole aux personnes LGBT depuis 20 ans, en fait. Oui. Oui. Et par la même occasion, Brahim donc sera le modérateur de notre du débat après post-diffusion. Et comme Brahim et Hassan Jarfi sont tous les deux des acteurs de notre film, je fais aussi la promo de leur livre. Oui, c'est le Hassan moment. Jarfi, il a écrit un livre qui rend hommage à son fils. C'est quoi le titre encore? C'est La haine, un truc comme ça? Enfin, en tout cas, Hassan Jarfi... Attends, il y a le livre. Oui, Le couloir du deuil, plutôt. D'accord, le couloir du Le deuil. couloir du deuil. Donc ça, c'est Hassan Jarfi qui l'a écrit en hommage à son fils. Ibrahim, qui est également acteur du documentaire et qui sera le modérateur du débat après la diffusion, il a écrit un livre qui s'appelle Être un homo dans la cité. Donc c'est également quelque chose d'autobiographique.
Bon, bah, très bien. Bah, en tout Voilà. cas, merci beaucoup Raphaël et Federico. Donc je répète, il faut aller sur le site expressionmixte.com pour avoir toutes les infos. Il y a aussi une page Facebook et donc l'événement aura lieu le 28 janvier à 20h, pardon, à 19h30. Enfin, l'ouverture des portes à 19h30 à Oui, la Maison qui oui. chante, 122 rue du Viaduc à Ixelles. Ouais, c'est ça. Bon, ben bravo encore, félicitations et que tout se passe bien. Alors samedi, on en reparle. Merci à toi, Isabelle. Merci, Merci, à de me laisser bientôt. m'exprimer. À Au bientôt. revoir. Ouais, au revoir. Oui, oui, ben merci en tout cas à Federico et à Raphaël pour ce beau témoignage. C'est vraiment intéressant et important de parler de tous ces sujets parce que effectivement, comme on dit, il faut vraiment libérer la parole et permettre à des gens de se sentir inspirés par tous ces témoignages.